J'avoue mon trouble devant l'apparition de ce terme nouveau dans les qualifications de la Seconde Guerre mondiale, qui est l'anéantissement. Quelle définition peut-on donner de l'anéantissement? L'anéantissement, c'est réduire à néant, c'est disparaître. C'est un vocable qui est englobant et qui permet d'économiser la question des acteurs. Par qui? La question du pourquoi. Pourquoi veut-on anéantir? Et la question de qui anéantit. C'est un terme à la fois englobant et flou, et qui, de mon point de vue, ne rend pas compte des questions que l'on doit poser à cette guerre, et aux guerres d'ailleurs en général. La question de la qualification, qu'est-ce que c'est que cette guerre? Elle a été posée dès le lendemain de la guerre par le biais du procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, on a totalement oublié que dans l'esprit des Américains, c'était un procès qui avait pour objectif de mettre la guerre hors la loi. Les Américains, alors plus on est dans le nord de la France, plus on le sait, les Américains se sont sentis contraints d'intervenir à 2 reprises, pratiquement dans la même génération. Ça aussi, on perd, enfin maintenant on le voit avec le recul, mais on voit quand même que ceux qui avaient 20 ans en 14 avaient 40 ans en 40. Ça veut dire que dans la vie d'un homme, il peut y avoir, et il y a de fait, c'est le cas de la plupart des militaires qui conduisent la guerre de 39-45, c'était les militaires de 14-18, et c'est vrai aussi pour un certain nombre d'hommes qui ont pu être mobilisés en 14 et remobilisés en 40, ou mobilisés en 40, en 14, et comme Marc Bloch, volontaires en 40. Donc, il ne faut pas faire perdre de vue que pour ceux de 40, la mémoire proche au sens de mémoire vivante, on pourra discuter après de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui parler de mémoire. Donc la mémoire vivante, c'était la mémoire de 14-18. Et si vous relisez attentivement L'étrange défaite de Marc Bloch accuse cette mémoire omniprésente de 14-18 d'être la responsable principale de l'aveuglement des militaires dans la conduite de la guerre, puisque ces militaires vivent dans le souvenir de leurs camarades morts en 14 et dans le souvenir du type de guerre qui avait été celle de 14. Donc, pour les Américains, qui sont les véritables maîtres d'œuvre du procès de Nuremberg, la question qui est posée par la guerre de 39-45, c'est la question de la guerre. Et les deux premiers chefs d'accusation à Nuremberg, c'est 1. La guerre d'agression, 2. Le complot contre la paix. Et les Américains considèrent que l'ensemble des conventions internationales, des pactes, notamment le pacte Briand-Kellogg, ont comme valeur d'avoir mis la guerre hors la loi, et que le premier crime des grands criminels, majors en anglais, ceux qui sont sur le banc des accusés, et parmi lesquels les militaires sont extrêmement nombreux, puisque vous avez le maréchal Keitel, puisque vous avez les amiraux Raeder et Dönitz, donc vous avez les gens qui ont conduit la guerre. Le premier crime, c'est d'avoir commis une guerre d'agression. Donc la qualification de la guerre de 39-45 pour les Américains, c'est la guerre d'agression. Et donc, je ne veux pas avoir l'air d'être un vieux schnock qui raconte comment on faisait dans le passé, mais quand nous étudions la guerre et quand nous l'enseignions, c'était d'abord de voir la marche contre la guerre, qui pouvait remonter aux insuffisances
du traité de Versailles, du diktat de Versailles, qui pouvait analyser la façon dont les Allemands avaient eu le sentiment de n'avoir jamais été vaincus en 14-18 parce que leur territoire n'avait jamais été occupé, parce que l'Allemagne était restée inviolée. Et on regardait un peu comment les choses s'étaient passées. Ça permettait aussi de voir quelles étaient les responsabilités des démocraties, de la France, peut-être encore plus de l'Angleterre, dans la façon dont elles avaient cédé devant toutes les violations des traités qui avaient été le fait d'un côté de l'Allemagne nazie et de l'autre côté, version asiatique, quel avait été le rôle d'agresseur du Japon. Et je me souviens, parce que mes premiers amours étaient du côté de l'histoire de la Chine, je me souviens très bien Jean Chénault, qui dans ces années-là était le grand historien de la Chine, affirmait en permanence la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1937 par l'agression japonaise vis-à-vis de la Chine. Or, ce que l'on regarde aujourd'hui dans les programmes, c'est, excusez-moi, j'ai mis mon portable, ce que l'on voit aujourd'hui c'est que cette notion de guerre d'agression, elle est quasiment absente au profit de cette guerre d'anéantissement. À Nuremberg vont apparaître deux autres qualifications. La première, donc il y a 4 chefs d'accusation, hein, les 21 inculpés, 22 si on compte Bormann, qui est jugé par contumace, sont tous accusés de crimes de guerre, enfin pas tous, mais sont accusés de crimes de guerre, de complot contre la paix. Pour certains d'entre eux, c'est le seul chef d'accusation. Je vous donne un exemple. Rudolf Hess, qu'il ne faut pas confondre avec Rudolf Heuss, avec le tréma, avec le umlaut. Rudolf Hess, qui était donc le chef de la chancellerie, qui était un des tout premiers compagnons de Hitler, interné avec lui après le putsch raté de la brasserie, et qui a été qui l'a aidé à écrire Mein Kampf, s'envole vers l'Angleterre. Certains disent l'épisode, je crois, n'a pas été entièrement éclairci. Certains disent que c'est parce que il était un peu fou et qu'il voulait proposer aux Anglais une paix séparée. Certains autres disent que à la veille de l'invasion par l'Allemagne de l'Union soviétique, à la veille de Barbarossa, il est là pour essayer de négocier une paix séparée qui va être quand même une des obsessions dans les derniers mois de la guerre avec l'Angleterre, de façon à retourner toutes ses forces vers l'Union soviétique. Mais Rudolf Heuss, qui, lui, n'est plus aux affaires, puisqu'il est en prison en Angleterre, à partir de Barbarossa, est inculpé que de guerre d'agression et de complot contre la paix. Ce sont les deux seuls chefs d'accusation. Il est condamné, c'est d'ailleurs ce qui lui permet de sauver sa tête, hein, il est condamné à la prison à vie, et vous savez que c'est le dernier à avoir été tout seul dans la forteresse de Spandau, dans la partie occidentale d'un Berlin qui est encore divisé, jusqu'en 1987, date où il se suicide. Les deux autres chefs d'accusation sont le crime de guerre et le crime contre l'humanité. On peut dire, et c'est un des sujets qui sont très à la mode dans la recherche, hein, la naissance de l'humanitaire, la question de ce droit international, on peut dire que dans la droite ligne de la création de la Croix-Rouge, lors de la bataille de
Solferino en 1959, on peut dire en gros que le droit de la guerre vise à protéger deux catégories. La première catégorie, ce sont les prisonniers de guerre. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec les soldats ou les officiers qu'on a fait prisonniers. On n'a pas le droit de les tuer, de les exécuter. On n'a pas le droit de les faire mourir de faim. On n'a pas le droit de les faire travailler à l'effort de guerre pour le pays ennemi. Je vous renvoie au pont sur la rivière Kouai, hein, que vous avez peut-être vu, qui est un merveilleux film sur la guerre à l'extrême est. Et la deuxième catégorie que l'on cherche à protéger, notamment parce que les armes modernes l'atteignent facilement, c'est la population civile. C'est les populations civiles. Et les crimes de guerre énumèrent tout ce qu'il est interdit de faire, notamment les bombarder, notamment les déporter, notamment les prendre en otage. Donc il y a toute une liste d'interdictions de violence aux populations civiles. Enfin, Nuremberg intègre un quatrième crime, qui est le crime contre l'humanité. Si vous lisez attentivement, et je pense que ça figure dans les manuels assez souvent, la définition du crime de guerre et du crime contre l'humanité, vous voyez qu'ils se recouvrent pratiquement complètement. Le crime contre l'humanité a mis très très longtemps à être défini. Il y a eu dans les discussions pour la Charte de Londres qui va régler le statut du tribunal de Nuremberg, des très longues discussions, 17 moutures, pour aboutir à la définition du crime contre l'humanité. Et le crime contre l'humanité a été introduit pour ce qui semblait être encore au-delà des crimes commis soit sur les militaires, soit sur les populations civiles, et qui étaient des crimes qui attaquaient les personnes spécifiquement pour ce qu'elles étaient, et notamment, bien évidemment, pour caractériser la destruction des Juifs, qui est quelque chose de particulier dans la guerre.